je t'accompagne à être bien dans ta tête et tes baskets à travers différents outils comme le coaching, l'hypnose, les soins énergétiques ou encore les guidances. Si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à tester la séance découverte. Elle est offerte et elle permet de faire le point sur les différents domaines de ta vie et de faire également connaissance, de répondre à tes questions et surtout de te proposer la prestation la plus adaptée à tes besoins. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1. Qui suis-je? Alors, je vous donne le menu pour cet épisode. Je vais parler de là où j'ai grandi, enfin, des endroits où j'ai grandi. Ensuite, je vais parler aussi de ma carrière professionnelle et personnelle et surtout des enseignements que j'ai pu en tirer. Alors, il faut savoir que parler de soi n'est pas un exercice facile pour tout le monde, parce qu'en fait, parler de soi, c'est aussi partager la connaissance que l'on a de soi, et c'est aussi apprendre à se connaître. Mais c'est surtout un puissant levier pour avoir confiance en soi. Alors, qui suis-je? Je suis Assa Djaouné. Là, je le prononce comme ça se doit, parce que je suis issu d'une ethnie soninké de par mon père. Et je suis né le 25 décembre à Montreuil, alias Bamako-sur-Seine. Pour ceux qui ne se connaissent pas, Montreuil est une commune située en Seine-Saint-Denis, en France, qui est appelée Bamako-sur-Seine parce qu'il y a une communauté de Maliens assez importante et plein de foyers maliens aussi où tu peux parler différentes langues et surtout payer en francs CFA. Et je tiens à préciser que je suis né le 25 décembre et j'étais le plus beau cadeau de Noël de ma mère. Jusqu'à présent, elle ne l'a jamais démenti. Et en plus, je suis son premier enfant, donc je suis celle qui a fait d'elle une maman. Alors, sinon, je suis née à Montreuil. Avant ça, mes parents étaient parisiens, ils habitaient dans le 18e. Et je l'ai appris en échangeant avec eux. Et ensuite, de Montreuil, nous avons atterri pas très loin de Nemours, dans le fin fond du 77, la Seine-et-Marne. Et à mes 2 ans et demi, nous avons emménagé à Moissy-Cramayel et j'ai grandi dans le quartier de Luny. Moissy-Cramayel, c'est situé également en Seine-et-Marne et non, ce n'est pas la campagne, même s'il y a une ferme, la ferme de Luny qui n'abrite pas d'animaux. Il y a le RER, il y a les transports en commun là-bas. Et c'est une commune avec des quartiers, tout ça, il y a des gens. Non, non, ce n'est pas la campagne. C'est loin de certaines villes, effectivement, mais ce n'est pas la campagne. Il y a vraiment beaucoup plus campagne que ça. Enfin bref. À mes 15 ans, j'ai eu mon second emménagement où là on a emménagé à la Cité du Parc, alias la résidence du parc. Et à mes 18 ans, j'ai quitté chez papa-maman pour aller à Melun. Puis je suis retournée chez papa-maman. Pendant quelques mois, j'ai vécu à Comble-la-Ville en Seine-et-Marne aussi, avant de partir à Marseille. Et en fait, la petite anecdote pour Marseille, euh, je pensais avoir raté ma licence, parce qu'à l'époque j'étais à la fac, je pensais avoir raté ma licence. Et je me suis dit, bon, si j'ai raté ma licence, j'aimerais bien aller en Espagne pour faire un programme Erasmus. J'avais vu l'auberge espagnole, pour ceux qui connaissent la ref. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais réussi ma licence. Étant donné qu'à l'époque, je voulais être professeur des écoles, je ne pouvais pas aller étudier à l'étranger. Donc je me suis dit, allez, on va prendre la carte de France et on va aller au plus sud possible. Et quand j'ai regardé le plus sud possible, pour moi, c'était Marseille. Donc j'ai décidé d'aller vivre à Marseille. J'ai fait ma première année de master là-bas. Et en fait, je suis resté, oui, la première année de master et quelques mois aussi. Et ensuite, je suis revenu en région parisienne. Et là, en fait, c'était pas possible de rester vivre chez papa-maman. J'avais trop pris goût à la liberté et surtout au fait de vivre seul, d'avoir son petit espace, sa chambre, sa salle de bain, sa cuisine et tout ça. Donc, c'était plus possible. Donc, quand je suis revenu, je passais énormément de temps chez une bonne amie à moi, Siam, qui habite au Kremlin-Bicêtre. Ensuite, je passais énormément de temps à Neuilly-Plaisance chez ma cousine.
Et puis j'ai entamé une formation et là je suis restée quelques mois chez ma tante à Noisy-le-Grand avant de reprendre un appartement à Nogent-sur-Marne. Et je suis resté ouais, 4-5 ans à Nogent-sur-Marne et ensuite j'ai débarqué à Maison-Alfort. C'est vrai que quand on regarde comme ça, on peut se dire que la fille elle est vraiment instable, hein. Elle a vécu là-bas, 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 là-bas et là-bas. Mais en fait, je me rends compte que j'ai quand même une bonne capacité d'adaptation. Et bah, faire les valises, et pourtant je déteste en faire les valises, mais c'est vrai que quand il s'agit de préparer ses affaires pour bouger, je m'en sors vraiment, vraiment pas mal. Et à côté de toutes ces villes où j'ai pu séjourner, habiter, traîner, fréquenter, j'ai aussi eu plusieurs métiers, plusieurs carrières. Et c'est vrai qu'on me dit toujours, mais toi, quel métier t'as pas fait dans ta vie? J'ai exercé plein de métiers différents. Mon premier job, j'ai été femme de ménage. J'avais 16 ans, c'était les jobs pour les jeunes, ouais, les jobs jeunes, pour les jeunes. Et du coup, j'ai commencé par être femme de ménage dans un centre de loisirs. Et je voyais qu'il y avait des personnes de mon quartier qui étaient un peu plus âgées que moi, qui travaillaient là-bas et ça avait l'air trop stylé. Je me suis dit, oh, ça serait trop bien. Du coup, j'ai demandé à Leslie, une grande de mon quartier à l'époque, et je lui ai dit, mais comment t'as fait là pour travailler ici et tout? Elle m'a dit, ah, j'ai passé le BAFA et tout. Donc je me suis renseignée et j'avais écrit une lettre au maire et le maire m'a répondu que le BAFA, ça se passait à partir de l'âge de 17 ans. Donc le lendemain de mes 17 ans, donc le 26 décembre, je me suis inscrite à mon stage de base pour le BAFA. En fait, le BAFA, il est constitué de trois stages. Tu as un premier stage de base, ensuite tu as un stage pratique et ensuite tu as un stage d'approfondissement. Donc j'ai commencé à passer le BAFA et j'ai été animatrice pendant 15 ans. Et tout au long de ma carrière d'animatrice, bah, j'ai été animatrice. J'étais assistante sanitaire. C'est animatrice plus le brevet de secouriste. Du coup, tu peux administrer les traitements et tu peux faire aussi les premiers secours, les bobos. Et j'ai été également adjointe. J'ai également été directrice de séjour sur différents types de séjours. Enfin, vraiment, j'ai fait toutes les tranches d'âge, que ce soit enfants, ados et même adultes et même les publics en situation de handicap. En parallèle de tout ça, j'ai passé une licence en sciences de l'éducation. Et alors avant la licence, j'ai fait un baccalauréat économique et social. Pourquoi je vous donne toutes ces informations-là? Parce qu'en fait, toutes ces étapes, toutes ces expériences ont fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Le baccalauréat économique et social, j'ai fait des études en sociologie par la suite, en sciences de l'éducation. Et c'est vrai que pendant mes études, on a beaucoup, beaucoup entendu parler de l'ascenseur social, des catégories socio-professionnelles, de toutes les théories en lien avec la sociologie, où on te dit, bah attends, si tu es né dans telle catégorie socio-professionnelle avec des parents de telle catégorie socio-professionnelle, tu vas avoir beaucoup de difficultés à évoluer, et, bah, parce qu'en fait, selon la catégorie socio-professionnelle à laquelle appartiennent tes parents, tu hérites du coup d'un capital social, culturel, etc. Et en fait, on t'explique que l'école n'est pas là pour te permettre d'évoluer ou oui, d'évoluer sur l'échelle sociale, mais plutôt pour reproduire ce système. Franchement, j'ai appris énormément de choses, vraiment énormément de choses. Mais on prendra le temps d'en parler un peu plus en profondeur sur tout ça quand on sera sur l'épisode consacré à tout ce que j'ai appris durant mes études, durant ce parcours en sociologie. Et de la sociologie, franchement, j'en ai bouffé jusqu'à ma dernière année de master. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, première partie de ma carrière professionnelle, on était sur l'animation et l'enseignement. Parce que du coup, à Marseille, j'ai passé mon master. J'ai eu mes premières expériences et tout ça. Et arrivé à mes 24 ans, j'ai eu une grosse remise en question, un vrai passage à vide. Et là, j'ai arrêté l'enseignement. J'ai arrêté l'école. Moi qui ai toujours aimé l'école,
j'ai arrêté l'école et j'ai eu une grosse, grosse remise en question. Pendant cette période de remise en question, c'était aussi la première fois où je me retrouvais au chômage. Et en fait, pendant cette période-là, j'ai fait de l'intérim. Et j'ai fait diverses missions, hein, que ce soit de la mise en rayon, que ce soit de la manutention avec les colis, les chaussures de sécurité. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, franchement, est-ce que je me vois continuer dans ça là? Où tu commences à une certaine heure, on te dit à quelle heure tu dois faire ta pause, où tu t'amuses à ramasser tous les objets, articles que les gens en poli mettent dans les quatre coins du magasin. Je me posais vraiment la question. Et j'ai rencontré une nana quand j'étais en mission chez Stocomanie qui m'a dit: Oh, t'as de la chance, t'as le permis, t'as ta voiture. La seule chose qui te manque là, c'est de signer ton CDI. J'en bégaye encore. Franchement, je l'ai regardé, je me suis dit: Ouais. Je l'ai déposée chez elle, je suis rentré me poser sur le parking à Bèze. Alors, le parking à Bèze pour les intimes. En fait, c'est le parking des Marronniers qui est situé dans un quartier pas très loin de chez moi. Et sur ce parking, quand tu y vas, il y a toujours des voitures avec de la buée le soir. Parce que les couples, ils vont là-bas s'envoyer en l'air vu qu'il n'y a pas de lumière et qu'il y a très peu de passage. Et moi, j'aimais bien aller m'installer là-bas pour réfléchir, pour me remettre en question. Et je me suis remémoré les paroles que m'a dit la nana en question et je me suis dit, mais clairement, c'est pas une vie pour moi ça. C'est pas comme ça que je vois mon avenir en fait. C'est pas possible. Et là, j'ai décidé d'aller à la mission locale et de faire un bilan de compétences. Et je crois que c'est là où ma seconde vie elle a commencé. J'ai dû faire le deuil de l'enseignement. J'ai dû faire le deuil de pas mal de choses aussi. Et c'est surtout que, au-delà de cette période où c'était un peu le vide, c'est aussi à cette période-là que bah, j'ai perdu une nièce. C'est aussi à cette période-là où une de mes sœurs a fait une tumeur. Et c'est également à cette période-là où ma mère a fait un AVC. Ça a été vraiment une période assez particulière. J'ai fait ma première crise d'angoisse et c'était la première fois que j'atterrissais chez le psychologue qui m'a expliqué un truc super important que j'ignorais sur moi-même, mon mode de fonctionnement et le mécanisme de déni. Il m'a expliqué qu'en fait cette crise d'angoisse, elle était due au fait que je rangeais tous mes traumatismes. Mais j'ai accumulé tellement de traumatismes que ça a fini par péter. Et que la crise d'angoisse, c'était le moyen qu'avait trouvé mon corps de pouvoir évacuer ces traumas et toutes ces choses que j'avais accumulées au fur et à mesure des années. Je cogitais beaucoup à cette époque-là, j'avais des gros gros problèmes de sommeil. Et en fait, c'est là où je me suis intéressé au développement personnel. C'est là où j'ai vraiment fait le choix d'apprendre à me connaître et de me dire, ok, là, t'es tombé vraiment très 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 bas. Vraiment, je... Comment dire? Je savais plus vraiment qui j'étais. Et je savais plus ce que je voulais faire alors que pour moi tout était clair, tout était limpide avant ça. J'allais être professeur des écoles, j'allais faire ça, ça et ça. Mes enfants seront dans mon école, je connaîtrai les maîtresses et tout le tralala. Et là, en fait, ça a été une explosion et je me suis dit, ah ouais, là, il va vraiment falloir prendre le temps de me connecter à moi-même et d'apprendre à me connaître. J'ai toujours aimé la lecture et là, bah, je me suis mise à lire plein de livres, plein d'ouvrages différents. J'ai été tester, bah, du coup, j'ai continué les séances avec le psychologue, j'ai été tester l'hypnose, j'ai été tester la sophrologie, l'acupuncture, j'ai été tester pas mal de trucs. Et quand j'ai fini mon bilan de compétences avec la mission locale, j'ai aussi redécouvert une passion. Et c'est ma mère qui me l'a rappelé, qui m'a dit, mais tu sais, quand tu étais petite, tu disais toujours, tu voulais être ta propre chef.
Et en fait, ce qui est ressorti de ce bilan de la mission locale, il y a eu le goût pour la transmission des connaissances, l'enseignement, et aussi cette volonté de vouloir entreprendre. Et je disais à ma conseillère, moi j'ai envie d'entreprendre dans un domaine qui sera utile aux autres. J'ai pas envie de simplement entreprendre pour me faire de l'argent et me dire ouais, super, j'ai du flouze. Non, vraiment, il faut que ce soit quelque chose qui puisse être utile à l'être humain. C'était les prémices. Des années ont passé et voilà où j'en suis aujourd'hui. Et en fait, cette période, quand je me remémore cette période, je me dis mais j'étais grave instable. Mais ça m'a aussi fait penser à ce qu'ils disent au bled, où on te dit, bah en fait, pour se connaître, bon, ça s'applique qu'aux garçons, hein, mais on te dit pour se connaître, les hommes, ils ont besoin de partir à l'aventure pour découvrir le monde. Parce qu'en fait, quand tu pars à l'aventure découvrir le monde, tu développes une capacité d'adaptation magnifique. Mais c'est surtout, tu te rends compte qu'il existe différents modes de vie, qu'il existe d'autres réalités, d'autres manières de faire et de voir les choses. Et tu te rends compte aussi surtout que tu as le pouvoir de créer ta réalité. Et finalement, je pense que c'est là où j'ai commencé à conscientiser ça, que je pouvais créer ma réalité, je pouvais faire mes choix, prendre mes décisions. En M1, j'ai fait ma rencontre avec l'analyse transactionnelle. Ça a été un coup de foudre. Bon, après la socio et la psychologie, bien sûr. Et avec tout ça, j'ai pris conscience de manière encore plus approfondie de mon mode de fonctionnement, de mes points forts, de mes faiblesses. Donc c'est pas seulement se dire ouais, j'aime le chocolat, un peu j'aime pas trop le chocolat moi. J'aime la mangue, j'aime les kiwis jaunes, la banane plantain. Mais bon, au-delà de tout ça, c'était surtout prendre conscience de qui j'étais réellement et qu'est-ce qui me guidait à travers tout ça. J'ai appris que mes valeurs, le top 3 de mes valeurs, c'était la loyauté, l'empathie et la liberté. Pourquoi je parle de valeurs? Bah tout simplement, les valeurs, c'est ce qui guide tous nos choix de manière consciente ou inconsciente. Quand on ne les connaît pas, nos valeurs, elles guident nos choix de manière inconsciente. Mais quand on les connaît, ça permet de guider nos choix de manière consciente. Et connaître ces valeurs, c'est le premier point pour être aligné avec soi. Du coup, la loyauté, moi, c'est quelque chose qui m'est cher. C'est quelque chose que je retrouve dans mes relations amicales, c'est quelque chose que je retrouve dans les relations amoureuses, mais c'est quelque chose aussi qui m'est cher et qui est important aussi dans mon travail. Ensuite, on a l'empathie, la capacité à se mettre à la place des autres pour pouvoir ressentir ce que ressentent, sans pour autant pleurer avec eux. Et la liberté. Et la liberté, pendant longtemps, ça a été une valeur qui a été bafouée. Parce que pour moi, la liberté, c'est de pouvoir faire le choix de. C'est pouvoir avoir la possibilité de choisir. Et à partir du moment où j'ai pris conscience que ces valeurs étaient importantes pour moi, bah, il a fallu et j'ai choisi de les mettre en application et de les incarner pleinement dans chaque décision que j'allais prendre. Et c'est là que j'ai commencé à être aligné avec moi. C'est là où j'ai commencé à être bien avec moi-même dans ma tête, etc. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est les valeurs. C'est quand même important. C'est très très important. Je ne sais pas quel type d'arbre il y a chez toi, mais je pense que tu es consciente que les arbres qui se trouvent en bord de plage, les arbres qui se trouvent en bas de chez toi, les arbres qu'on va trouver dans la forêt ne sont pas les mêmes. Et pourtant, ils ont tous des racines, un tronc, des branches, feuilles, fruits. Ça dépend de l'espèce. Et en fait, si on devait comparer les valeurs à l'arbre, les valeurs seraient les racines. Quelle que soit l'espèce ou la catégorie d'arbre, chaque arbre a besoin de s'enraciner. Les racines, elles peuvent être plus ou moins longues, plus ou moins grosses, plus ou moins épaisses.
Mais quoi qu'il en soit, chaque arbre a besoin de racines. Et c'est ce qui va permettre au tronc de pousser et à l'arbre de pouvoir se déployer et d'être bien. Et c'est pareil pour nous. Nos racines, ce sont nos valeurs. Et très souvent, quand on parle de manque de respect, là, ou quand les personnes disent ouais, tu m'as manqué de respect, mais en vérité, c'est pas à toi que la personne elle a manqué de respect. C'est à tes valeurs qu'elle a manqué de respect. C'est pour ça que le mot respect, il est assez difficile à définir. Et que quand quelqu'un nous dit ouais, tu m'as manqué de respect ou il t'a manqué de respect, non, non, c'est pas à toi qu'il a manqué de respect, c'est à ta valeur qu'il a manqué de respect. Et si vous regardez bien, les personnes avec qui on s'entend le mieux, ce sont des personnes avec qui on a un système de valeurs commun. Les personnes avec qui on a du mal à s'entendre, ce sont des personnes avec qui on a des valeurs qui sont assez contradictoires. Par exemple, moi, l'empathie et la loyauté, ce sont des valeurs qui sont importantes pour moi. Du coup, je vais avoir beaucoup de mal à m'entendre avec des personnes qui sont assez égocentriques ou qui pensent qu'à leur personne parce que je ne retrouve pas cette valeur de loyauté ou d'empathie parce que ce sont des personnes qui vont plutôt penser à leurs intérêts et seulement leurs intérêts. Et moi, ça, je sais que c'est quelque chose qui m'est assez difficile et je peux pas concevoir d'être ami ou en couple avec quelqu'un qui est dans cet état d'esprit. Parce que ça va finir par friter à un moment donné. Soit je vais trop donner, soit je vais me renfermer sur moi. Regardez dans les exemples autour de vous, vous verrez aussi également que les personnes avec qui vous avez du mal sont les personnes qui incarnent des valeurs qui sont vraiment pas en lien avec les vôtres. Du coup, voilà moi comment j'ai pris en compte mes valeurs, comment est-ce que je les incarne, et elles sont super importantes et je les garde à l'esprit dans les grandes décisions que je vais prendre et je m'autorise à les incarner pleinement. Que ça soit le, enfin, que ça soit la liberté que je prends pour voyager, pour lire, pour découvrir de nouvelles choses, pour acheter des formations, dédicace à mon jumeau qui se reconnaîtra, Wagi Coaching. Et dans la loyauté, c'est aussi les rapports que je vais entretenir avec les personnes, c'est-à-dire que je suis assez select au niveau de mes amitiés, et clairement, je ne garde que les personnes qui sont loyales, parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et en termes d'empathie, bah ça, je le mets en pratique chaque jour, quand je travaille, quand je ne travaille pas, c'est vraiment important, et l'être humain, il est fascinant. Pour moi, c'est super important de pouvoir comprendre ce qui se passe avant de d'agresser ou d'attaquer quelqu'un ou autre. Bon, après, je reste un être humain, hein, j'ai aussi mes limites, hein. Donc, voilà. Vraiment, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Parce que, comme je vous l'ai dit, parler de soi, c'est vraiment pas un exercice facile. Ça dépend après pour dire quoi. Mais quand on prend le temps de se connaître, quand on prend le temps de se connaître en profondeur, hein, son mode de fonctionnement, ses points forts, ses axes à améliorer, points de faiblesse, tout ce qu'on veut, quand on prend le temps d'ajouter du sens aux différentes expériences qu'on a vécues, ça permet également de se connaître. Parce qu'en vérité, chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, nous permet d'apprendre des choses non seulement sur soi, mais aussi sur les autres. Finalement, on apprend toujours, hein. C'était ma réflexion du jour. J'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur moi. Mais c'est surtout que ça vous permettra de comprendre le pourquoi du comment sur la suite. Et pourquoi j'ai autant de casquettes. Mais en fait, j'ai toujours eu plein de casquettes. Et ça depuis le début. Donc pourquoi s'arrêter aujourd'hui en si bon chemin? C'était à ça. Voici la fin de l'épisode 1. J'espère que cet épisode t'a parlé. Si tu l'as trouvé utile, n'hésite pas à le partager et à me faire part de tes retours. Prends soin de toi, que la paix soit avec toi. Bye.